nouveau rendez-vous d'information sur RTI 1. Bonsoir mesdames et messieurs, le sommaire de ce journal. Les observateurs témoins du scrutin présidentiel continuent de présenter leur rapport préliminaire. Dans cette édition, suivez le point des missions d'observation électorale de la société civile africaine et de la diaspora africaine. Réinstaller la cohésion et consolider la paix après les violentes manifestations du week-end électoral. Les autorités et cadres de région mènent des missions de pacification dans les localités du centre du pays où les populations se sont engagées à œuvrer pour la paix. Et puis la présidentielle américaine, le décompte des voix se poursuit. L'on ne sait toujours pas qui de Donald Trump ou du candidat démocrate Joe Biden sera élu président des États-Unis. Pour l'heure, Joe Biden compte 264 voix des grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Bienvenue dans ce 23h. Le scrutin présidentiel 2020 s'est tenu le 31 octobre dernier. 3 jours après, les résultats provisoires étaient proclamés par la CEI. Si certaines localités célèbrent la victoire d'Alassane Ouattara, d'autres, par contre, travaillent à réinstaurer la cohésion sociale après de violentes manifestations. On fait le point dans ce journal. Ouvrons cette édition par cet appel à l'accalmie et la préservation de la paix. Il est lancé par le président de l'Assemblée nationale. Une déclaration a été lue à cet effet par le secrétaire général de l'institution parlementaire, Alain Capo-Adra. Un extrait de son intervention à l'édition de 20h. Depuis le 20 septembre 2020, l'opposition politique ivoirienne a lancé un mot d'ordre de désobéissance civile, suivi d'un boycott actif des élections présidentielles, suite à l'annonce par le Conseil constitutionnel des candidatures retenues pour les élections présidentielles du 31 octobre 2020. Ces manifestations ont entraîné de nombreuses victimes et d'importants dégâts matériels. Aussi, voudrais-je, au nom de l'Assemblée nationale, présenter mes sincères condoléances aux familles des personnes disparues, souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et témoigner ma solidarité à tous ceux qui ont perdu des biens lors de ces tristes événements. En outre, l'opposition politique a décidé de la mise en place d'un Conseil national de transition et d'un gouvernement parallèle, au mépris de la Constitution ivoirienne et des institutions de la République. Face à cette situation, qui ne saurait prospérer dans un État de droit, j'appelle l'opposition politique à la responsabilité et à la raison pour éviter à notre pays de retomber dans une spirale de violence après les efforts importants déployés au cours des dernières années par le président de la République et le gouvernement pour garantir la paix et la stabilité dans notre pays. Au moment où notre pays vient d'organiser des élections présidentielles libres, transparentes, démocratiques, dont la sincérité et la crédibilité ont été reconnues par la majorité des observateurs nationaux et internationaux, et dont les résultats provisoires donnent gagnant le président sortant, son Excellence M. Alassane Ouattara, avec 94,27% des voix et un taux de participation de 53,90%, il est impérieux pour tous les acteurs politiques de respecter le choix démocratique du peuple. J'invite donc, de manière pressante, l'opposition à saisir la main tendue du gouvernement et à retrouver sa place dans le jeu démocratique pour épargner à nos populations les affres d'un autre affrontement fratricide. Une fois encore, j'en appelle au sens de responsabilité de tous pour préserver la paix sociale, héritage à nous légué par le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, et poursuivre durablement la dynamique de développement harmonieux de notre cher et beau pays. Voilà, c'était la déclaration du président de l'Assemblée nationale invitant les Ivoiriens à la préservation de la paix. Les observateurs électoraux étaient témoins du scrutin du 31 octobre dernier sur l'ensemble du territoire national. La mission conjointe d'observation de la diaspora africaine en Europe et du groupe Agir Europe-Afrique a présenté son rapport. Quelques points essentiels ont été révélés dans ce reportage d'Issaïeo. On regarde. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe Agir Europe-Afrique
était face à la presse ce jeudi. Objectif, rendre compte de sa mission d'observation après le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique ont pu visiter plusieurs bureaux de vote et constater un engouement des électeurs matérialisé par de longues files d'attente devant les bureaux de vote. La disponibilité du matériel électoral, encre indélébile, isoloir, urne transparente, bulletin unique de vote, tablette électronique, etc. Le déroulement des opérations de vote conformément aux dispositions en vigueur, c'est-à-dire le vote dans le secret après le contrôle des documents exigés. L'utilisation de la tablette électronique et l'encre indélébile pour éviter que l'électeur ne vote plusieurs fois. Les opérations de dépouillement en présence d'électeurs et de représentants des candidats restés en lice. Au vu de ce qu'ont pu constater et rapporter ces observateurs internationaux, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique se réjouit de la tenue effective des élections malgré le contexte politique très tendu, regrette que plusieurs électeurs n'aient pas pu exprimer leur choix, se félicite des conditions et des éléments de transparence et de crédibilité réunis par la Commission électorale indépendante. Juge le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 globalement satisfaisant dans son ensemble. Pour les scrutins à venir, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique a recommandé surtout la formation des électeurs sur les opérations de vote pour réduire davantage les bulletins nuls. D'autres observateurs livrent le point de leurs observations. Il s'agit de la MOESCA, la mission d'observation électorale de la société civile africaine. Elle a animé ce jour un point presse. La mission estime que les opérations de vote et la proclamation des résultats provisoires se sont déroulées dans leur globalité de manière régulière et transparente, avec une participation fort appréciable des électeurs et ceci dans des conditions d'organisation satisfaisantes. Et enfin, la MOESCA invite les acteurs politiques ivoiriens à ne point se départir de la légalité républicaine. Alassane Ouattara, vainqueur de la présidentielle 2020, selon les résultats provisoires proclamés par la CEI, une élection célébrée dans les régions par les militants de son parti, le RHDP, l'exemple de Bondoukou présenté par Mamadou Kouassi. Les rues de Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées, prise d'assaut par les populations. Une parade de motos et de véhicules pour célébrer la victoire du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, dès le premier tour de la présidentielle d'octobre 2020. Une expression de joie d'avoir contribué à la victoire écrasante de leur candidat. Le Bondoukou réalise un taux de participation de plus de 56%, avec plus de 89% de suffrages accordés au président Alassane Ouattara. À travers cette liesse populaire, les populations de Bondoukou veulent transmettre un message de paix et de cohésion. Inviter les uns et les autres à œuvrer véritablement pour cette paix, parce que c'est le préalable à tout développement. Il ne faut pas imaginer ma joie de savoir que celui que j'ai voté, qui est le président Alassane Ouattara, il est élu à plus de 90%. Vraiment, je suis contente. C'est main dans la main que nous avons travaillé. On ne peut qu'être heureux de ces résultats que nous avons reçus. Quelques heures avant cette parade, ce sont des milliers de militants et sympathisants du RHDP qui se sont retrouvés à la place d'appel de Bondoukou autour de leur coordonnateur régional, le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani. Ensemble, ils ont suivi le déroulement de la proclamation des résultats faite par le porte-parole de la CEI, Commission électorale indépendante. Au petit matin, cap a été mis sur la ville de Tanda pour partager cette expression de joie avec les populations. En attendant la proclamation du Conseil constitutionnel, le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani promet des manifestations grandioses pour exprimer davantage la gratitude du parti aux populations du Gontougo. La victoire d'Alassane Ouattara fait aussi la joie des populations dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'exemple à Odiéné où Abou Sanogo rapporte les images de la liesse populaire. C'est à coups de klaxon, de parade et également au son de la fanfare qu'Odiéné a célébré la victoire de son fils, le président Alassane Ouattara. Toutes les rues de la ville ont été visitées. Partout, c'était la fête. Les danses traditionnelles de la région ont donné de la voix. Le long du parcours, jeunes, femmes, enfants et vieux s'invitaient à la parade pour savourer la victoire du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Une parade conduite par les élus et cadres de la région. C'est une victoire écrasante
de notre candidat, il ne pouvait en être autrement dans la mesure où il présentait toutes les qualités et tous les atouts pour réussir et surtout réussir cette campagne. Odiéné est vraiment en joie parce que nous savons que notre neveu, le président Alassane Ouattara, sera président de la République de Côte d'Ivoire. C'est cette manifestation de joie que la population est en train d'exprimer. Après la grande parade, la fête s'est poursuivie dans les grains et les familles jusqu'au petit matin. Scène identique. Dans la région de la Nawa, les militants du RHDP de Méagui célèbrent leur candidat élu à l'élection présidentielle 2020 par de grandes parades dans les rues. Jean-Marc Djadji. Commune de Méagui, région de la Nawa. Les militants et militantes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de cette localité savourent leur joie dans les artères de la ville. Leur candidat, le président Alassane Ouattara, vient d'être proclamé vainqueur du scrutin présidentiel avec plus de 90% des voix par la commission électorale indépendante CEI. Nous sommes très satisfaits. Nous disons merci au président de la République. Nous disons merci à tous les militants et les militantes. Nous sommes très heureux par rapport à cette victoire écrasante du président Alassane Ouattara. Nous attendons seulement son investiture pour mettre Méagui sur un pied. Les militants du RHDP de la circonscription de Méagui invitent les populations à œuvrer pour la paix et à rejeter toute violence après ces élections. La cohésion sociale est l'un des maîtres mots de cette période électorale. À Toumozi, le général Alexandre Apalo-Touré invite les populations à refuser la violence. Le reportage de Kader Sogodogo. C'est par Abli, village situé à 2 km de Toumozi, que le général Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a entamé sa croisade pour la paix. Dans ce village, il y a eu mort d'homme suite à des violences. Dites-moi, c'est l'enfant de qui parmi ceux que vous dites supporter, qui sont déjà riches, qui ont déjà tout là? C'est qui a son enfant avec vous, qui est devant avec machette, avec couteau ou fusil en train de courir, en train de chercher à tuer? Refusez la violence. Dites que s'il y avait la violence comme ça, ceux qui vous demandent de faire la violence aujourd'hui ne seraient pas là. Si on peut penser qu'après 5 morts, ce n'est pas suffisamment grave, c'est qu'on a un problème. Vous êtes jeunes. Au lieu de travailler pour réussir, vous décidez de vous laisser manipuler par des gens qui eux-mêmes sont riches. Leurs enfants sont déjà riches. Eux-mêmes, quand ils boivent l'eau qui est créée par Dieu, ils ont des problèmes avec ça. Un message bien reçu par les populations. C'est vrai, chacun de nous a fauté, mais moi je leur demande pardon, sincèrement pardon. Jeunes d'Abli, jeunes de Toumozi, ne nous sacrifions pas pour les autres. Unissons-nous, soyons solidaires pour qu'on soit plus forts demain. Après Abli, destination Toumozi, la localité n'a pas été épargnée par des violences. Plusieurs rencontres jusque tard dans la nuit. Au bout, la volonté de sortir de l'impasse. Le général est venu nous donner un message de réconfort, un message de soutien face à tout ce qui s'est produit ici et également surtout donner des conseils à toute la jeunesse pour qu'effectivement on puisse aller définitivement à la paix. Après Toumozi, le général Alexandre Apalo-Touré va continuer sa mission de pacification dans d'autres localités. Ici, la vision de la gendarmerie de proximité est en pleine exécution. Les appels au calme et à la retenue ne cessent de tonner dans la région du Bélier, en particulier à Toumozi, Tiébissou et Yamoussoukro. Ces 3 villes ont connu ces derniers jours de fortes manifestations et pour ramener la stabilité, les cadres sensibilisent les populations. On voit cela avec Soro Corona. Les localités de Tiébissou, Toumozi et le district autonome de Yamoussoukro ont connu des troubles le vendredi 30 octobre dernier. Des troubles qui ont souvent viré à des affrontements sanglants, occasionnant des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Pour ramener la paix et le calme, plusieurs rencontres sont initiées. À Yamoussoukro, les médiations et conciliabules du gouverneur Augustin Thiam, du ministre Souleymane Diarra-Souba, des guides religieux et des chefs traditionnels ont porté fruit. Le ministre Souleymane Diarra-Souba et moi-même avons pris le problème à bras le corps. Nous avons initié un dialogue entre jeunes d'abord
Et nous avons demandé le renfort de quelques imams de Yamoussoukro. Nous avons demandé aussi l'appui du vicaire du cardinal. Et à force de dialogue et de rencontres, nous sommes arrivés à persuader nos enfants, à les convaincre de tout ce qu'on leur racontait était faux. À Toumoudi, même son de cloche, les cadres qui sont montés au créneau appellent au calme et à la retenue. Les populations veulent retrouver la cohésion qu'elles avaient auparavant et nous avons constaté qu'on commence à se parler. Et j'en appelle donc au calme. J'en appelle également à ce que nous avons de plus fondamental, c'est-à-dire notre entente, la cohésion. Je demande également aux jeunes de se ressaisir, que nous sommes prêts à les aider afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Le pardon et la tolérance ont été les maîtres mots pour une paix durable. Je demande pardon. Je suis leur maman, je suis leur grand-mère. Je me mets à genoux. Je demande pardon. Les cadres, pardon. Chacun de vous m'appelle presque tous les jours. Moi aussi, je vous appelle. Écoutez-moi, acceptez ce pardon. Les jeunes de tous bords politiques de ces localités s'engagent sur la voie de la paix et de la cohésion sociale. Nous demandons à la jeunesse de revenir sur le territoire qui les appartient, qui est Toumoudi. Le plus important, c'est de continuer l'héritage que nos parents ou nos ancêtres nous ont laissé, qui est la vie en société, la cohésion sociale, l'amour et surtout la paix. Dans ces localités, les initiatives se multiplient pour amener définitivement la paix et la stabilité sociale. À Yamoussoukro, les jeunes joignent les actes à la parole. On le rappelle, hier, ils s'étaient engagés à œuvrer pour la préservation de la paix. Et aujourd'hui, comme un seul homme, ils s'investissent dans une opération de grand ménage pour la paix dans la capitale politique ivoirienne. Le témoignage de Kader Sogodogo. Les jeunes de Yamoussoukro dans les rues. Soyez rassurés, cette fois-ci, la cause est noble. Fini les altercations, fini les barrages érigés pour empêcher la circulation. De l'eau aura coulé sous le pont. Divisés hier, aujourd'hui ces jeunes se mettent ensemble pour un grand ménage de la paix. De l'incivisme, ils passent au civisme. Ils nettoient ce qu'ils avaient sali. La jeunesse de Yamoussoukro, par le biais des bénévoles Yamoussoukro pour la paix, avec les autorités militaires, avec les journalistes que vous êtes, nettoyer les artères de Yamoussoukro pour rendre Yamoussoukro propre. Les jeunes des autres quartiers où il y avait des barricades sont avec nous aujourd'hui pour dire à l'opinion nationale et internationale qu'à Yamoussoukro, nous avons tourné la page et que nous allons continuer à consolider cette paix-là est en train de nous échapper. On se souvient qu'il y a peu, ces jeunes, à la suite d'une rencontre avec le général Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, avaient pris l'engagement de militer pour la paix. Les choses vont donc dans le bon sens. Autre point de ce journal, le plan national de protection des droits de l'homme est en voie d'être concrétisé. Avec l'appui du PNUD, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme a tenu ce jour un atelier technique de formation sur les instruments internationaux en matière de droits de l'homme. Patricia Omouitia. Le terme « droit de l'homme » est mentionné à 7 reprises dans la charte fondatrice des Nations Unies, faisant de la promotion et de la protection des droits de l'homme un objectif primordial. La Déclaration universelle des droits de l'homme a placé les droits humains à la lumière du droit international. Depuis, l'organisation protège activement les droits humains par des instruments juridiques et par un travail de terrain. C'est un processus qui a été amorcé depuis le mois d'octobre en vue d'élaborer un plan national des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire a pris de nombreux engagements au niveau international en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. C'est pour se conformer aux recommandations de l'EPU, l'examen périodique universel, et faire la promotion et la protection des droits humains, qu'elle a décidé de s'engager dans l'élaboration d'un plan national des droits de l'homme. Le gouvernement a demandé au PNUD un appui dans ce sens, ce qui a été accordé, et c'est dans ce processus que nous sommes. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour améliorer les relations entre la Côte d'Ivoire et les mécanismes de surveillance des traités internationaux et régionaux des droits de l'homme, le gouvernement ivoirien a entrepris des réformes. Quand on dit plan national des droits de l'homme, on va se dire mais pourquoi c'est maintenant qu'on a un plan national des droits de l'homme?
c'est juste pour concrétiser ce plan que nous l'avons déjà. Parce que sur 100 États qui ont adopté le plan national des droits de l'homme, nous n'avons que 9 nations africaines qui l'ont adopté. Et nous avons la chance d'avoir le président de la République qui tient vraiment à ce que les droits de l'homme soient respectés en Côte d'Ivoire. Nous avons donc son soutien et avec l'appui, nous allons donc mettre concrètement en œuvre ce plan que nous avons déjà dans la pratique. Avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme entend développer et partager la méthode d'élaboration du plan national de promotion et de protection des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire sur les notions de droits de l'homme et de droits humains. Le droit à la santé fait aussi partie des droits fondamentaux, une raison de l'engagement fort du gouvernement ivoirien dans la lutte contre la Covid-19. Le point de la situation sanitaire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dénombre ce jour 11 nouveaux cas de contamination sur 962 échantillons prélevés, ce qui représente 1,1% de cas positifs. 19 personnes ont été déclarées guéries et aucun cas de décès enregistré. Ce 5 novembre, 20 789 cas ont été confirmés en Côte d'Ivoire, parmi lesquels 20 466 personnes ont été déclarées guéries, 126 en sont décédées. Il reste encore 197 cas actifs répertoriés en Côte d'Ivoire. La Covid-19 circule encore. Veillons au respect strict des gestes barrières. Partons pour Issia, où un éléphant vit tout proche des populations du village de Labazoubia. Le pachyderme qui est dans cette localité est une attraction et se révèle parfois dangereux. Les dégâts sont palpables, en témoignent les populations au micro de Jeanne Toubé. Depuis plusieurs mois, les populations de Labazoubia, à proximité de Boguédia, chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Issia, région du Haut-Sassandra, ont reçu dans leur village des étrangers pas du tout ordinaires. Ce sont 2 éléphants. Sur cette séquence filmée à partir d'un téléphone portable, un des pachydermes est devenu pour les enfants du village un compagnon de jeu. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un éléphant, ça trompe énormément. Cacao, comme banane, manioc, ça dit, il garde tout ça. Même présentement, on est en train d'accueillir cacao. Quand tu déposes le cacao au champ, il vient prendre. La population s'est familiarisée à l'éléphant. Les gens vont jusqu'à même grimper sur lui donner à manger. Et c'est très dangereux. Parce que l'éléphant reste un animal sauvage. À tout moment, son instinct sauvage peut prendre le dessus et il peut charger. Abdoul Pisteur, travaillant pour le compte d'une coopérative à Boguédia au cours d'un de ses déplacements dans les campements alentours pour la recherche de cacao, l'a appris à ses dépens. Témoignage. À son arrivée, ils ont croisé l'éléphant sur les lieux où se trouve le cacao frais. Le temps pour pouvoir stationner et récupérer le produit, les phares de la moto sont tombés sur l'éléphant qui était à quelques mètres du produit. Donc, pris de peur, ils ont pris la fuite, laissant la moto sur les lieux. Donc l'éléphant, hostile au bruit, est venu récupérer le véhicule et a traîné sur une longueur d'à peu près 1 kilomètre. Il sait qu'il y a un éléphant dans la zone, mais il ne sait pas qu'on peut aller le trouver là. Si il savait même qu'il était dans le coin, même là, vraiment, il n'est pas parti. Parce qu'il a fait plusieurs dégâts. Voici ce qui reste du tricycle après la rencontre du pisteur avec l'éléphant, une épave. Une grande peine et tristesse pour la coopérative ECAV Copca qui avait reçu le tricycle comme prix récompensant la meilleure coopérative agricole de la région du Haut-Sassandra. C'était lors des journées nationales du cacao et du chocolat 2020 à Yamoussoukro. En cette campagne Café Cacao où s'exprime la joie des acteurs de cette filière, les producteurs de Labazoubia et les campements alentours où l'on signale la présence des éléphants sont en alerte maximale. Nous souhaiterons que le gouvernement vienne chercher cet animal pour envoyer dans un lieu où il serait plus à l'aise pour éviter ces accidents à chaque fois. L'expérience a été déjà faite. Il y avait des éléphants qui avaient été capturés dans la zone de Taloua, qu'on a envoyés dans le parc Lazani, qui sont revenus. Certains du côté de Sikensi, d'autres sont revenus dans la zone de Taloua ici encore. Tout ça, ça demande des spécialistes qui vont aménager le site pour que l'éléphant se sente à l'aise et puisse rester. Selon des témoignages de villageois confirmés après enquête de terrain, commandités par le sous-préfet de Boguédia sur instruction du préfet d'Issia,
On estime à une douzaine les motos et les tricycles que l'éléphant a endommagés. Également à sa charge, plusieurs maisons détruites dans les campagnes alentours et un homme tué à l'Abazoubia. À 23 h, ma femme et mes enfants, on était couchés. Et un coup, on a entendu coup. Coup. Je me lève, je regarde par la fenêtre, c'est l'éléphant. Nos enfants, nos femmes, chaque nuit, on ne dort pas. Dans le village, les habitants dont les maisons jouxtent les plantations de café, de cacao et de véa vivent tous les soirs dans la hantise de l'apparition du pachyderme. Les femmes même ont peur de lui. Une fois, elle se dirige vers eux, elles tous s'enfuient. Ce jour même, elles n'ont pas le temps de travailler. Comme il a commencé à détruire maintenant les maisons, voilà pourquoi nous-mêmes on a peur maintenant. On était couchés à minuit, puis il a cassé la maison. Maintenant, la deuxième fois, il est venu, là il a terminé le reste. Aujourd'hui, la peur a fini par gagner tous les habitants de l'Abazoubia, jusque dans les villages voisins et campements alentours, car les éléphants sont toujours là, objet d'alarme et de larmes de nombreuses familles. Je suis allé dans certains villages où l'éléphant est apparu. J'ai échangé avec les villageois à l'effet de les consoler et de voir comment on peut recenser les victimes en attendant qu'un dédommagement soit effectué. Le souhait des populations est que les autorités administratives et forestières dont dépend l'Abazoubia et ses campements trouvent aux éléphants un site d'accueil quand bien même les enfants et bien de personnes de ces localités se sont accommodés de la présence des pachydermes. Voilà, espérant qu'une solution soit vite trouvée pour la quiétude des populations de l'Abazoubia. Parlons de cette œuvre sociale pour les localités de Dimbokro et Boundiali. C'est une initiative de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI. Elle contribue à l'action gouvernementale de lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji. Une villa de 4 pièces avec toutes les commodités. Ce bâtiment est la propriété de la sage-femme du centre de santé de Fodio dans le département de Boundiali. Une infrastructure offerte par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire pour résoudre le problème de logement chez le personnel médical. Le président du conseil d'administration de la LONASI a remis symboliquement les clés de la villa aux autorités préfectorales de la Bagoué. Par le canal de sa fondation, car il fallait un logement adéquat pour la sage-femme afin qu'elle puisse faire son travail dans les conditions les meilleures. À Kangrassou, à Luibo, les travaux d'un coût global de 33,2 millions de francs CFA ont permis la réhabilitation du château d'eau et de 5 pompes à l'école primaire grâce à la fondation LONASI. Inauguration présidée par le ministre Adama Coulibaly, fils de la région d'Unzi. L'eau, c'est une source de vie. Et avoir de l'eau dans un village comme celui-là de 2000 habitants, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Je voudrais pousser de votre micro pour féliciter la LONASI, le directeur général de LONASI et ses collaborateurs. À Abigui, les populations ont bénéficié de la réhabilitation de leur centre de santé par le biais de la LONASI. C'est la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Bakayoko Li Ramata, qui a inauguré officiellement le centre de santé en présence de Draman Coulibaly, directeur général de la LONASI. Les travaux de réhabilitation réalisés ici vont améliorer le cadre de prise en charge de l'expert des patients dans ce centre de santé urbain. Au cours du mois d'octobre, la fondation LONASI a inauguré des logements pour l'équipe médicale du centre de santé d'Abradinou dans le département de Bétier et celui de Garango dans la commune de Boisflé. Dans l'actualité sportive ivoirienne, l'équipe ivoirienne de football sera face à l'équipe de Madagascar les 12 et 15 novembre prochains. De rencontres dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Les deux équipes sont logées au groupe K et la Côte d'Ivoire prépare ces rencontres. Et pour ce faire, le sélectionneur des éléphants a ce jour publié la liste des 26 joueurs convoqués. Sur la liste paraît deux nouveaux noms, Willy Boni et Sébastien Haller. Ils font leur entrée dans l'équipe nationale. La rencontre du 12 novembre se tiendra au stade Ebampe d'Anyama.
Actualité aux États-Unis, les résultats de l'élection présidentielle américaine 2020 continuent de tomber au compte-gouttes. Joe Biden, qui semble être proche de la victoire, comptabilise à cette heure 264 grands électeurs face au président sortant Donald Trump, qui en compte 214. Les résultats de deux États sont particulièrement attendus. Il s'agit de la Pennsylvanie et du Nevada, où Biden est légèrement en avance, où une victoire lui donnerait les 6 derniers grands électeurs dont il a besoin pour remporter l'élection. Quant à Donald Trump, lui, il a déjà annoncé saisir la Cour suprême pour arrêter le décompte des voix. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain dès 6h30 un autre point de l'actualité sur RTI 1. Très bonne soirée chez vous.